L'éboulement mortel à Gamba Gamba dans la région de Kédougou, les opérations de recherche arrêtées faute de moyens. Les orpailleurs réclament des couloirs sécurisés pour travailler. Lendemain du grave accident qui a fait 5 morts après la chute d'un conteneur sur un véhicule cette place. Les populations réclament plus de sécurité dans le transport des conteneurs et un meilleur contrôle des permis de conduire. Méga mobilisation des impactés du terre samedi prochain à Sébikotane. Au cœur des doléances, leur droit est l'implantation d'une gare du terre à Sébikotane. Le Premier ministre Ousmane Sonko au Maroc pour la 15e commission mixte sénégalo-marocaine. La coopération au centre des échanges, 2 jours de discussion bilatérale. À suivre la page internationale avec Mohamed Alimouba, les sports. La revue de presse et en fin d'édition, point de vue sur la réorganisation de l'Alliance pour la République avec la série de nominations au sein du parti. Abdoulaye Diop assure la partie technique de ce midi. Bienvenue à toutes et à tous. Les opérations de recherche se sont terminées après l'éboulement meurtrier survenu dans les périmètres de la société minière Afrigold. Dans le village de Gamba Gamba, le bilan fait état de 6 morts et 4 blessés graves. Après cet accident tragique, les orpailleurs du village de Kharacheina réclament des couloirs sécurisés promis par les autorités pour pouvoir travailler en toute sécurité. Aliou Diallo, représentant des orpailleurs, avec Ibrahima Diabakhate. Finalement, hier, durant toute la journée, les recherches s'est continuées. Finalement, ces 2 corps sans vie qu'on a retrouvés, ajoutés aux 4 corps de la veille. Vous savez que le lieu est non sécurisé. C'est pour cela la ruée des orpailleurs clandestins là-bas. Parce que l'État nous avait promis de nous donner des couloirs, mais jusqu'à présent, c'est à cette attente. C'est ça qui pousse les populations à aller dans des couloirs d'autrui à travers clandestinement. Mais le bilan est de 6 morts avec 4 blessés. C'est comme ça que la population finalement a arrêté les fouilles. Et maintenant, on est là toujours à attendre les autorités pour qu'ils puissent nous donner un lieu pour travailler. Parce que la population est tellement envie de travailler, mais il n'y a pas de lieu à travailler. Partout, c'est occupé par des multinationaux. Donc la population s'inquiète. On nous avait promis 2 mois d'avoir des couloirs, mais jusqu'à présent, on est à l'attente. Les impactés du train express régional passant toujours en ordre de bataille. Ils annoncent une méga mobilisation samedi prochain à Sébikotane en cause le non-respect selon eux des engagements pris par l'État et le paiement toujours attendu de leurs droits. Le collectif réclame également l'implantation d'une gare du terre dans la commune de Sébikotane. Écoutons à ce propos Mako Doufal, le président du collectif national des impactés du terre, avec El Hadj Ndiokoudien. Cette mobilisation citoyenne pacifique responsable s'inscrit dans le cadre de la longue lutte menée par le collectif depuis bientôt 10 ans pour l'aboutissement de leurs droits légitimes. Donc, malgré de nombreuses démarches, entreprises, réunions et les engagements de l'État, donc vraiment nous avons constaté que les engagements n'ont pas été respectés. C'est pour cela que le collectif a décidé de faire cette manifestation. Donc nous invitons aussi la société civile, les porteurs de voix, les droits de l'homme ainsi que les bailleurs. On a même écrit aux bailleurs, l'AFD, la BID, la BAD et la Banque mondiale et l'Union européenne même à cette mobilisation. Donc cette mobilisation aussi, nous avons associé la population, toute la population de Sébikotane, parce que vraiment on a constaté que l'APEX a fait le terre sans autant faire une gare au niveau de Sébikotane. C'est pourquoi donc toute la population est debout pour faire face, vraiment pour que au moins que l'État puisse ériger une gare au niveau de Sébikotane. Donc nous appelons à toute la population du Sénégal vraiment à venir soutenir les impactés du terre et les populations de Sébikotane. À Touba, les boutiquiers détaillants tirent la sonnette d'alarme lors de leur assemblée générale
commercial annuel. Ils ont dénoncé les difficultés qui pèsent sur leurs activités. Ils pointent du doigt les baisses de prix jugées mal encadrées, les incompréhensions avec la clientèle et les promesses non concrétisées autour des boutiques de référence. Ces commerçants interpellent le ministre du Commerce et réclament surtout d'être associés aux décisions qui touchent directement à leur secteur. Morniang, président de l'association des boutiquiers détaillants de Touba, au micro de Pape Mbaye Diao. L'association des boutiquiers de Touba a tenu son assemblée générale annuelle pour échanger sur les difficultés du commerce et surtout réfléchir aux solutions pour développer le secteur. Les boutiquiers détaillants jouent un rôle très important dans l'approvisionnement quotidien des populations de la ville sainte. À ce titre, nous interpellons les autorités du Sénégal, notamment notre ministre de tutelle. Concernant la baisse des prix des denrées, nous demandons que les boutiquiers soient associés aux discussions. Très souvent, les autorités annoncent une diminution des prix sans préciser la date exacte d'entrée en vigueur. Résultat, les clients ne comprennent pas et ce sont les boutiquiers qui subissent la pression et les disputes. Nous demandons de l'accompagnement pour éviter ces malentendus avec la clientèle. Nous interpellons également le ministre Serigne Diop sur la question des boutiques de référence annoncées. Depuis un certain temps, jusqu'à présent, rien de concret n'a été fait. Or, on ne peut pas développer le commerce avec des simples promesses. Il faut des actes concrets et surtout associer les boutiquiers détaillants au prix des décisions qui concernent directement leurs activités. Et l'on parle de la campagne de commercialisation arachidière. Le point de collecte d'arachide de Diaré dans le département de Fatick ne désemplit pas. Grâce à un financement de 40 millions de francs CFA mobilisés par le gérant auprès d'un opérateur, l'achat de la production se fait sans blocage. Les producteurs affluent rassurés et repartent avec leur argent après la vente de leur récolte. Aminata Goudiaby. Avec l'aide d'une machine, Nicolas Ndiaye trie son arachide. C'est une étape importante de la commercialisation. Séparer les mauvaises des bonnes graines. Des dizaines de producteurs ont pris d'assaut le principal point de collecte d'arachide de Diaré. Les déchargements se succèdent. Moudoumba Kefaye et Walidion, tout souriants, passent à la caisse. Ils viennent d'écouler chacun des centaines de kilogrammes d'arachide. 10 sacs là, Ndiaye. Espère na am ay 150 yooyu de ci 10 sacs. Wa dina ci sama xaalis moom. Sama xaalis lay xaar jeexagul moom xaalis bi jeexagul waaw am naa yaakaar bu baax mais dinaa jot sama xaalis kay. yaay naa 400 kilos tey. jot nga sa xaalis. moom laa xaar ni moom daf ma war a jox sama xaalis léegi commencé nañ dox moom sant yàlla bu baax. waaw sant yàlla 400 kilos yi ñaata la ci xaalis. 122 000. foo jógee. man maay jógee Fatick. Ici, au point de collecte de Diaré, plus de 90 tonnes d'arachide ont déjà été achetées aux producteurs et tout le monde a reçu son argent. Équipé d'une calculatrice, d'une balance et d'un cahier, Madior Diouf gère minutieusement les opérations. Il est le responsable du point de collecte de Diaré. Il y a de l'argent, suffisamment il y a de l'argent. Pour le moment, j'ai collecté à peu près 90 tonnes. Tous les producteurs ont reçu leur argent. Man duma note. waaw boo xaalis jeexee ma arrêté njaay mi boo amee ma waat leen ñëw jënd fii ba man benn opérateur la am jotagum na xaalis daal 5 fois. ñaata la xaalis à peu près 42 millions. Ces cultivateurs rencontrés à Diaré sont satisfaits des opérations. Pas de bons impayés pour le moment, encore moins de longues attentes. Ils appellent les opérateurs à maintenir ce rythme. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. À midi 9 minutes, le Premier ministre Ousmane Sonko est arrivé ce matin à Rabat pour la 15e commission mixte Sénégal-Maroc. Cette visite officielle vise à renforcer les liens historiques et le partenariat stratégique entre Dakar et Rabat avec une coopération active dans l'économie, l'agriculture, l'enseignement supérieur, la santé, la sécurité ou encore l'énergie. Visite qui marque un nouveau pas dans la consolidation du partenariat stratégique entre Dakar et Rabat. Mais pour les économistes, il faudra que le Sénégal puisse tirer davantage profit de cette relation économique. Dossier ficelé par Nafissa Toussila. Le Maroc, un pays avec lequel il faut travailler, la 4e puissance de l'Afrique et le premier partenaire économique du Sénégal en Afrique de l'Ouest. Entre importation et exportation, un modèle économique diversifié dans divers domaines, souligne El Hadj Mansour Samb, économiste. Aujourd'hui, un pays comme le Maroc, vraiment, c'est l'exemple à suivre. Ce pays n'a pas beaucoup d'hydrocarbures. Ce pays se développe par la transformation économique. Ce pays se développe
par ses industries, par sa créativité. Aujourd'hui, ce qu'on trouve au Maroc, on le trouve nulle part en Afrique du Sud en matière de développement économique, secteur par secteur. Aujourd'hui, même le Maroc dépasse l'Afrique du Sud en matière d'exportation de véhicules automobiles, en matière d'agriculture, en matière de santé. Sur tous les domaines, les Marocains ont développé une économie. Il faut développer la coopération sud-sud pour dépasser cette coopération qu'on faisait entre le nord et le sud, entre la France et le Sénégal, entre le Sénégal et d'autres pays. Aujourd'hui, au niveau de l'assurance, le Maroc est très présent au Sénégal, avec Wafa Assurance, avec Samlam Assurance. Au niveau de l'immobilier, Adowa est très présent au Sénégal. Au niveau de la pharmacie, ils sont présents dans notre économie. Aujourd'hui, le Maroc a un pied dans l'économie sénégalaise. Si tu vois le tissu bancaire, presque aujourd'hui, plus de 45% des comptes bancaires sont ouverts dans les banques marocaines. S'inspirer de l'expertise marocaine sur le plan économique est un impératif, selon l'économiste. Ils ont leur propre banque, ils ont leur propre assurance, ils ont leur propre compagnies pétrolières. Aujourd'hui, les compagnies marocaines sont leaders au Maroc, contrairement au Sénégal où sont les compagnies étrangères qui dominent le marché et qui sont leaders dans le marché. Vraiment, dans ce domaine, le Maroc, pour nous, est dans la construction d'un développement inclusif. Donc aujourd'hui, la coopération entre le Sénégal et le Maroc, vraiment, c'est une coopération presque économique qui a été dominée par le Maroc. En 2024, le Sénégal a exporté 24,7 milliards au Maroc, alors que les Sénégalais ont importé 147 milliards. Une coopération qui dure depuis des décennies, mais où le Maroc profite plus. Seulement, il faut penser à inverser la tendance pour que le Sénégal puisse aussi profiter davantage de cette relation économique à travers les échanges commerciaux, selon cet autre économiste, Mor Gassama. Les produits sénégalais qui sont demandés au Maroc, il faudrait essayer donc d'augmenter. Donc, c'est un point faible qu'il faudrait améliorer. Dans une relation idéale, c'est que chacun y trouve son compte. Maintenant, si les deux pays n'ont pas le même niveau de développement, c'est difficile donc et à travers son secteur privé, impulser donc davantage ces échanges-là. D'abord, une coopération sud-sud à fortifier, mais Dakar et Rabat devront aujourd'hui construire un nouveau modèle de partenariat, mais un modèle gagnant-gagnant. Direction Diogo à présent dans la région de Thiès. Là-bas, le poste de santé, construit en 1976, est dans un état de délabrement avancé et menacé, même ruine. Face à ce danger, les populations et ressortissants se sont cotisés pour bâtir un bloc de soins moderne, mais le manque de personnel qualifié persiste. Ce poste de santé polarise plus de 30 villages et 21 000 habitants qui réclament aujourd'hui l'érection d'un centre de santé. Des fils de Diogo établis à la diaspora ont eu le bon sens de gratifier Diogo et villages environnants de ce bijou. Un poste de santé tout neuf qui répond aux normes sanitaires. Modumbaï, le secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire du poste de santé de Diogo, a saisi l'occasion pour demander à l'État l'affectation d'un personnel qualifié. Ça, c'est une priorité de nous affecter les ressources humaines nécessaires pour pouvoir fonctionner. Un poste de santé qui polarise plus de 20 villages, plus de 30 hameaux et une population de 21 000 habitants. Ces populations de Diogo, Daroufal, Khonkouyoy, Kër Alegay estiment que la population a augmenté. Les problèmes de santé demeurent. Elles exigent tout de même l'érection d'un centre de santé ici à Diogo. La population de la zone de Diogo fait 21 000. Donc il est normal que vraiment l'État érige le poste de santé de Diogo en centre de santé. Cela va nous permettre de diminuer la souffrance de nos femmes, des malades et de toute la population de la zone de Diogo. Ousmane Ciss, député à l'Assemblée nationale, réitère son engagement à prendre en charge toutes les doléances qui ont été soulevées. À l'heure où l'on parle sur la table du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il y a la demande d'une ambulance pour le poste de santé de Diogo. Nous allons également faire beaucoup d'efforts pour que ce poste de santé soit érigé en centre de santé. Diogo est un gros village de la commune de Dar Khoudoss. Les populations parcourent des kilomètres pour aller se faire soigner à Mboro et Tivaouane. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À une dizaine de jours du Gamou de Mboula prévu le 7 février prochain, les préparatifs se poursuivent avec vigilance. Le comité d'organisation a abordé les difficultés liées à l'eau et à la sécurité routière. Le préfet de Linguère, de son côté, rassure sur l'approvisionnement en eau et appelle les pèlerins à la prudence sur le nouvel axe d'Ar Diolof-Mbolré.
Bayasan Diao. Lors du CDD préparatoire du Gamou de Mboula, le comité d'organisation a exposé un ensemble de doléances, mais la question liée à l'eau demeure la plus préoccupante. Elhadj Cheikh Mbeng, porte-parole du dit comité. Je remercie M. le préfet qui nous a permis de tenir ce CDD en présence de tous les chefs de service départementaux, ce qui nous a permis de leur exposer les doléances que nous avons, parce que l'opérationnalité c'est au niveau du département. Le problème de Mboula actuellement, encore une fois, c'est le problème de l'eau. Grâce au soutien du président de l'Assemblée nationale, on a pu avoir un nouveau forage. Mais ce forage-là fonctionne avec un groupe électrogène et ce groupe-là n'est pas opérationnel jusqu'à présent. Donc ce qu'on a sollicité vraiment, c'est qu'on fasse de telle sorte que d'ici le Gamou, qui est maintenant un raccordement au niveau du réseau de la Sénélec. Le préfet de Linguère, Modou Thiam, donne des assurances pour la bonne tenue de cet événement religieux. Les besoins exprimés par le comité d'organisation ont été bien pris en charge par les différents services de l'État, que ce soit les besoins liés à la sécurité, à l'hygiène, au transport et autres. Mais nous pensons que le besoin le plus urgent, c'est surtout le problème du forage de Mboula. Nous avons prévu de prendre toutes les dispositions en rapport avec la SDR et l'OFOR pour régler définitivement ce problème avant le Gamou. Le préfet attire l'attention des pèlerins sur l'usage de la route entre Dara et Mbelaké pour éviter tout risque d'accident. Le message que je lance en direction des populations, c'est vraiment de prendre les dispositions pour rouler de manière très prudente sur la route parce que c'est une nouvelle route qui sera bientôt inaugurée et donc il y a des risques d'accident. Que les gens vraiment prennent les dispositions et respectent le code de la route. Prévu le 7 février prochain, la population de Mboula espère vivre un Gamou sans la moindre perturbation dans l'approvisionnement en eau. Bayasan Diao, Linguère, Radio Futur Média. Bayasan Diao, lors de la réunion préparatoire, le président du comité d'organisation a également abordé la question de la revitalisation des vallées fossiles pour Elhadj Cheikh Mbeng. C'est la seule voie pour assurer un développement socio-économique durable dans le Djolof. Il est au micro de Bayasan Diao. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de cet élément. On y reviendra sans doute lors de nos prochaines éditions. International. Nous accueillons dans ce studio Mohamed Alimba. Bonjour Alimou. Bonjour Georges, bonjour à tous nos auditeurs. D'abord, la Gambie, Adama Barrow plaide pour une justice équitable. Oui, Adama Barrow qui veut une justice juste et équitable. Le président gambien souligne l'importance d'une magistrature forte et indépendante au service de la paix et de la stabilité de la Gambie. Adama Barrow a fait ses annonces à l'ouverture de l'année juridique 2026. Aux États-Unis, Bill Clinton et Barack Obama élèvent la voix au lendemain de la mort de personnes tuées par la police anti-immigration. Obama et Clinton qui demandent aux Américains de se lever pour sauvegarder la démocratie américaine. Les deux ex-présidents américains qualifient les morts de Minneapolis de tragédie, de scène horrible. Il appartient à tous ceux qui d'entre nous croient en la promesse de la démocratie de se lever, s'exprimer et dire non aux agissements de ICE. Anna Rocha. C'est une tragédie déchirante, a déclaré hier dimanche Barack Obama. L'ancien président des États-Unis s'exprimait au lendemain de la mort d'Alex Pretty, un infirmier américain tué par des agents de la police fédérale à Minneapolis, dans le Minnesota. Barack Obama appelle à un sursaut face à ce qu'il appelle des attaques perpétrées contre les valeurs fondamentales des États-Unis. Il revient à chaque citoyen de s'élever contre l'injustice, écrit le démocrate dans un communiqué. Bill Clinton aussi exhorte les Américains à se lever et s'exprimer. L'ex-président démocrate dénonce de son côté des scènes horribles à Minneapolis où 2 personnes ont été tuées par la police. Le président en exercice impute, lui, leur mort au chaos, dit-il, provoqué par les démocrates. Sur sa plateforme Truth Social, Trump accuse le maire et le gouverneur d'inciter à l'insurrection à travers leurs discours. Selon l'agence France-Presse, de nombreuses personnes se sont recueillies hier dimanche à Minneapolis devant un mémorial de fortune dressé
en mémoire d'Alex Préti. Et l'or qui continue de monter face aux incertitudes géopolitiques. Oui, l'or qui a dépassé la barre des $5 000 pour la première fois de son histoire, profitant ainsi de son statut de valeur refuge face aux incertitudes géopolitiques, commerciales et monétaires suscitées par la politique de Donald Trump. Le prix du métal jaune, stimulé par l'affaiblissement du dollar, progresse sans discontinuer depuis 2 ans. L'once valait plus de $2 000 en janvier 2024, nous dit Oumou Khalsoumli. Le prix de l'or progresse sans discontinu depuis 2 ans. L'once, 31,1 grammes, valait un peu plus de $2 000 en janvier 2024. Il était à 5 097,4 $ l'once. Sa progression récente a été soutenue par les tensions autour du Groenland, dont le président américain Donald Trump a dit vouloir s'emparer, menaçant ses alliés européens de taxes douanières en cas d'opposition. Le relatif apaisement cette semaine au Forum économique mondial de Davos, où Donald Trump a retiré ses menaces de nouveau droits de douane, n'a pas arrêté la sanction de l'or. Les cours restent aussi sensibles aux évolutions géopolitiques en Ukraine, à Gaza ou en Iran. Les revirements fréquents du gouvernement américain créent un climat d'incertitude aux États-Unis, détournant les investisseurs du dollar et des obligations d'État habituellement considérées comme des valeurs refuges concurrentes de l'or. Les investisseurs sont réticents à abandonner le précieux métal au cas où Donald Trump se réveillerait avec une nouvelle idée controversée, explique Dan Costworth, analyste. Les pressions et critiques du locataire de la Maison-Blanche contre la Réserve fédérale et son président Jerome Powell pour qu'il abaisse davantage les taux directeurs américains renforcent ses réticences et alimentent la crainte d'une Fed sous influence, ajoute Stéphane Inès. L'or, donc, valeur refuge face aux incertitudes géopolitiques. Merci Mohamed Ali Mouba pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Il sera question avec nos 2 intervenants de la réorganisation de l'Alliance pour la République avec la série de nominations au sein du parti. RFM Sport. Malal Junior Diagne de retour, bienvenue Malal. Merci Georges Diop. De retour avec quoi? Avec beaucoup de plaisir et l'or autour du cou. La page des sports que nous démarrons par la fédération qui se démarque des propos de El Hadji Diouf. Des propos tenus à l'occasion de la cérémonie d'accueil des Lions du Sénégal après leur sacre au Maroc. El Hadji Diouf avait donc demandé à l'État du Sénégal de restituer les terrains qui avaient été offerts par Macky Sall à l'occasion de la première victoire en finale face à l'Égypte. Des propos dont se démarque la Fédération sénégalaise de football à travers un communiqué publié hier. Selon Mbaye Jacques Diop, journaliste sportif et ancien responsable de la communication du ministère des Sports, il faut lire sur 2 sens ce communiqué et son contenu. Mbaye Jacques Diop, que nous écoutons. El Hadji Diouf, c'est un ancien international, c'est une légende du football sénégalais, c'est une légende du football africain. Mais la Fédération a condamné fermement les propos de El Hadji Diouf concernant la gestion des récompenses foncières et surtout. Donc je pense qu'il y a des points focaux ou bien des points clés sur lesquels nous pouvons revenir. D'abord, la Fédération se démarque totalement des déclarations de El Hadji Diouf, les qualifiant de non-représentativité, c'est-à-dire que là, la Fédération veut dire que El Hadji Diouf n'est pas membre du comité exécutif, donc ces déclarations n'engagent que l'auteur. Au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on appelle le respect des institutions, parce que la Fédération rappelle l'importance de respecter les institutions de la République, mais aussi les règles républicaines et diplomatiques. Donc la Fédération privilège ici le dialogue administratif et républicain pour résoudre les problèmes plutôt que par voie médiatique. Donc la Fédération sénégalaise de football appelle en tout cas dans ce communiqué les acteurs à faire preuve de retenue et de responsabilité, surtout dans les déclarations publiques concernant surtout que ce soit les footballeurs ou les anciens footballeurs. Mais je pense qu'il est clair qu'il y a aussi, on peut le traiter sous l'angle de la communication, parce que sous l'angle de la communication, la Fédération a réagi sur les propos de Diouf, ce qui peut aider à limiter les dégâts et à montrer que la Fédération contrôle en tout cas la situation. Mais du point de vue en tout cas de l'image de Diouf, je pense que la Fédération aurait pu avoir
par exemple, un langage beaucoup plus direct avec Diouf, appeler El Hadji Diouf, discuter avec eux pour au moins éviter que de telles, en tout cas, situations ne se reproduisent. Ligue 1, l'US Gorée aux commandes. Malgré son match nul pour cette 12e journée face à l'Union sportive de Ouakam 0 partout, l'US Gorée tient les commandes de cette Ligue 1 sénégalaise. Tenguet FC également a été tenu en échec à Tenguet par Walidan 0 partout. L'équipe de Agel, autre équipe de Rufisque, est allée battre Guédiawaye sur sa pelouse par 1-0. Match nul blanc entre Stade de Mbour et Dakar Sacré-Cœur, Linguère et HLM également. Le Casa Sport qui à domicile s'impose devant les Huiliers de la Sonacos par 3-0. Génération Foot à l'extérieur bat Cambérène par 2-1. Et l'AS Pikine qui remporte le choc face à l'équipe du Jaraaf de Dakar par 1-0. Au classement, Gorée est leader avec 23 unités, suivi du Casa Sport 21 points et de Agel de Rufisque qui compte 21 points également. En bas de tableau, on retrouve les Crabes de Guédiawaye avec 7 points, même nombre de points que l'équipe de Cambérène pour la Ligue 2 également à noter. La victoire de l'AS Saloum sur Guelewar 1-0. Duc qui s'impose devant Djambar de Sali 1-0. À noter également Douane qui bat Bombay par 1-0. Au classement de cette Ligue 2 sénégalaise, l'AS Douane, Oslo et Djambar occupent les 3 premières places. Niaré Tali, Duc et l'équipe de Teranga ferment donc ce peloton de tête alors qu'en bas de tableau, on retrouve l'équipe de Amitié et de Thiès FC Georges. Merci Malal Junior Diagne pour cette page d'espoir. J'espère que vous êtes revenu avec une serviette. Partenaire officiel de votre quotidien. Retrouvez toute la gamme Beko dans les showrooms Electronic Corp. Enduro, Electronic Corp, partenaire des grandes marques, vous offre votre revue de presse. Revue de presse de Mohamed Talimoumba, bonjour. Bonjour. À la une, week-end macabre à Dakar et Kédougou, une dizaine de morts dans des accidents. Oui, une semaine macabre au Sénégal où la mort a frappé à la fois sur l'asphalte et dans les entrailles de la terre. À Dakar, c'est la route qui a encore parlé, le langage de la mort, 5 vies arrêtées dans un accident de la circulation à hauteur de Kernyaïlo. À Kédougou, c'est un éboulement qui ensevelit 6 personnes. En l'espace de quelques heures, ce sont 11 vies qui s'éteignent brutalement, silencieusement, laissant derrière elles des familles saisies par l'émotion. La presse, on dira, une partie s'arrête sur ces drames avec une gravité presque mécanique, un bout de page, quelques lignes, comme si la mort, à force de se répéter, avait fini par entrer dans l'ordinaire de l'actualité, comme si ces fins de vie de notre genre violente et soudaine étaient devenues des rubriques parmi d'autres dépouillées de leur caractère exceptionnel dans les médias. Le quotidien note qu'à cela ne tienne, un week-end noir à Dakar et Kédougou relevant à Dakar que c'est un conteneur qui a encore violemment percuté un véhicule. L'observateur lui aussi fait focus sur les morts à Dakar. La loi de la proximité oblige. Il s'agit de 5 passagers qui a roulé dans le péage vers Kernyaïlo dans un véhicule appelé Wargainde. Le véhicule a été violemment percuté par le camion, ce qui a fait chuter le conteneur qui écrase du coup de toutes ses forces le véhicule Wargainde. Le journal dévoile le récit effroyable de cet accident, les détails des opérations de secours particulièrement délicates et la garde à vue du camionneur pour enquête. Le même journal revient parallèlement sur le drame de Gamba Gamba dans le Kédougou, l'éboulement mortel sur un site d'orpaillage. L'observateur décrit et explique comment l'irréparable s'est produit dans des excavations artisanales fragilisées par l'exploitation illégale de l'or. Et puis après ce drame qui disent, vous l'aurez compris, notre fragilité face à la mort ordinaire, l'actualité bascule vers un autre terrain de tension, celui du sport et de ses prolongements plus éventuels, de ses prolongements politiques et émotionnels. La CAF se réunit demain et le Sénégal retient son souffle dans l'attente de décisions qui pourraient peser lourd après les incidents à marche de la finale de la CAN. Las et cache ce matin, ça va saigner. La CAF a fini d'aiguiser son sabre pour couper des têtes. Qui pour sauver donc le Sénégal d'une décapitation éventuelle? Le président de la Fédération sénégalaise de foot répond personne ou presque, parce que comme lui-même le rappelle au journal, le Maroc tient la CAF et les autres pays ont peur de prendre position pour ne pas avoir à subir le même sort. D'un point actu, Bakaria pense qu'il faut prendre son courage à deux mains et aller plus loin et engager le bras de fer. L'ancien ministre des Sports
dit que la bataille doit être juridique, médiatique et diplomatique. Abdoulaye Fall, dans le journal L'Info dont dégage, il y a des choses qu'on ne négocie pas selon lui. Nous sommes méthodiques avec une équipe extrêmement incompétente, a-t-il encore soutenu. Dans l'IB, c'est Ismail Jacobs qui continue de rejouer la canne. Pour lui, Krépin Diatta et Ousseynou Niang ont été bel et bien empoisonnés. Ils n'ont pas été malades pour rien. Ce n'était pas une simple intoxication alimentaire. Ces 3 jours se sont effondrés sans signe avant-coureur. C'était très effrayant, a-t-il soutenu. Tous les 3 ne pouvaient plus rentrer leur langue et se sont simplement écroulés. Enquête s'intéresse à la mort de Chérif Diouf au Maroc. Après la victoire des Lions, le journal parle de mort mystérieuse. Aucune lumière sur cette mort tragique. Jusque-là, malgré les accusations accablantes, la police marocaine écarte la thèse du meurtre. L'après-CAN, c'est aussi la Fédération sénégalaise de foot qui prend ses distances avec les déclarations de l'âge Ousseynou Diouf, l'international sénégalais, sur les primes des joueurs et la gestion du foot. Selon le journal Les Échos, elle se démarque de ses propos et condamne aussi les propos de Diouf n'engagent que sa personne. Selon la Fédération, Tribune note que la Fédération sénégalaise de foot désavoue son ambassadeur, la légende de Diouf. Et puis à Touba, une infirmière d'État qui lacère la joue et l'oreille de sa coépouse, interpellée, la mise en cause qui prétendait être aussi blessée, tente de berner les policiers avec un certificat médical de complaisance délivré selon Libération par son chef de service. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Retrouvez toute la gamme Beko dans les showrooms Electronic Corp. Enduro, Electronic Corp, partenaire des grandes marques, vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue à midi 31 minutes, nous parlons de la réorganisation de l'Alliance pour la République avec la série de nominations au sein du parti avec un peu moins de 10 porte-paroles, un porte-parole coordonné par l'ancien ministre Maître Moussa Bocar-Thiam, d'autres nominations également. Pour en parler, nous avons au téléphone Demba Gueye, analyste politique, Malaw Kanté, analyste politique qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Il est d'ailleurs en place. Bonjour Malaw Kanté. Bonjour Georges. Avec nous Demba Gueye. Bonjour Demba. Bonjour Georges, bonjour à mon collègue Malan, bonjour à tout le monde. Alors, comment analysez-vous cette réorganisation de l'Alliance pour la République avec une série de nominations Est-ce que, selon vous, cette manœuvre vise à préparer un retour au pouvoir ou bien à consolider l'influence du parti dans l'opposition? Bon, disons après la perte du pouvoir. Oui, après la perte du pouvoir, disons que le retour au pouvoir, c'est un objectif affiché maintenant de l'APR. Ils l'ont déclaré, ils ont posé des actes qui montrent carrément que Macky Sall veut revenir au pouvoir. En tout cas, l'APR veut revenir au pouvoir, ce qui est tout à fait légitime pour un parti politique. La vocation d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Maintenant, quant à la réorganisation et ces porte-paroles-là, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas conventionnel, comme je l'ai dit. Je pense que nommer 8 porte-paroles pour un parti politique, ce n'est pas quelque chose qui est conventionnel dans un parti politique. En général, on a l'habitude de voir un porte-parole et son adjoint, c'est-à-dire c'est une équipe restreinte, et ça, on le fait souvent pour des besoins de cohérence du discours, de cohérence communicationnelle, mais surtout un besoin d'efficacité dans la communication politique. Et maintenant, quand on voit 8 porte-paroles, parce qu'en réalité, cette coordination, ce n'est qu'une coordination de façade. En réalité, quand on nomme quelqu'un, il a quelque part une certaine marge de manœuvre, une certaine liberté qui lui permet de prendre des initiatives. Parce que quand même 8 porte-paroles, on ne peut pas imaginer que chaque porte-parole, pour faire son intervention, va demander la permission à la coordination. Avec un seul adjoint, ça pouvait être possible. Mais 8 porte-paroles quand même, c'est 8 responsabilités confirmées au sein de l'APR. Et donc, plusieurs voix qui vont parler. Donc, ce n'est pas conventionnel. Et quand on fait la lecture, moi, je pense que ça ressemble à une stratégie de survie, contrairement à ce que certains pensent, que c'est une volonté d'offensive, c'est une offensive. Mais ça ressemble, généralement, quand on voit ce genre d'organisation,
dans les organisations, ce genre de stratégie dans les organisations, généralement, c'est une stratégie de survie. Alors, l'APR est en perte de vitesse sur beaucoup de plans, surtout sur le terrain politique, avec une démobilisation de beaucoup de leaders politiques, dont certains ont essayé de transhumer, d'autres ont une épée de Damoclès sur la tête, compte tenu de cette reddition des comptes. Donc, l'APR a des difficultés sur le terrain. Et la seule arme qui reste à l'APR aujourd'hui, c'est la communication médiatique. Et je pense qu'ils s'accrochent à cette communication. Ils vont faire la tactique de la terre brûlée et ils vont essayer d'occuper, de saturer l'espace médiatique, de rester présent. Mais pensez-vous que cette réorganisation va payer? Ça peut payer, on ne sait jamais. Parce que vous savez, quand vous faites une lecture de l'histoire récente du Sénégal, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, le PASTEF qui est aujourd'hui au pouvoir a utilisé la même stratégie, c'est-à-dire la stratégie des médias, surtout des nouveaux médias. Avec le PASTEF, c'était à peu près 80% de présence médiatique, 20% de présence sur le terrain. Et ça a payé, ça a donné ce que ça a donné. Maintenant, il y a aussi le revers de la médaille. Il y a le revers de la médaille. Parce qu'il faut forcément allier la présence médiatique avec la présence sur le terrain. On a vu l'exemple du PDS qui aujourd'hui en partie complètement désactivé à cause de l'unique stratégie qui consistait à occuper les médias. Aujourd'hui, l'exemple du PDS montre que si la PR veut compter uniquement sur la présence médiatique, il est évident que ça peut être catastrophique pour la PR parce qu'aujourd'hui, l'opinion publique sénégalaise, c'est une opinion qu'on ne peut plus manipuler. Il faut faire des preuves, il faut donner des résultats concrets sur le terrain. Et si tel n'est pas le cas, l'opinion va tourner la page de la PR et passer à autre chose. Alors, je reviens à vous, Demba Gueye, le temps de donner la parole à Malaw Kanté, analyste politique lui également. Alors, Malaw, en renforçant les mouvements de jeunesse, on voit dans ces nominations, on voit que l'Alliance pour la République est en phase de rajeunissement, en tous les cas, pour ce qui est de ces postes. Quel message l'APR envoie-t-il à ses militants au Sénégal et tout court? Merci, Georges. Permettez-moi d'abord de saluer mon collègue, cher docteur Demba Gueye, et de féliciter également nos Lions pour cette belle victoire, en particulier notre entraîneur national. Bien, donc pour répondre à votre question, effectivement, donc on peut bel et bien parler de réorganisation, le professeur Gueye l'a dit tout à l'heure. Alors, mais une réorganisation qui ressemble beaucoup plus à une forme de récompense. Voilà, si on regarde bien, ce sont les plus fidèles, d'une certaine façon, qui ont été nommés. On le fait depuis la perte du pouvoir. Oui, parce que certains postes stratégiques sont confiés à des proches de Macky Sall. Oui, voilà, justement, à des proches. On sait que depuis la perte, effectivement, du pouvoir, beaucoup sont partis. D'autres aussi sont plus ou moins... on préférait garder le silence. D'ailleurs, certaines figures, aujourd'hui, sont complètement absentes, effectivement, du paysage politique. Donc, c'est une forme, effectivement, de récompense. D'autant plus qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler réellement de massification. On ne peut pas parler même si on regarde la liste, effectivement, des personnes choisies, pratiquement, il n'y a pas de nouvelles figures. Alors, maintenant, on peut dire que c'est un message politique. Et c'est un message politique très fort, car on sait qu'aujourd'hui, l'opposition n'a pas encore trouvé ses marques. D'ailleurs, beaucoup se posent des questions sur... en tout cas, on ne sait pas trop qui est le leader, quel parti aujourd'hui mène la danse au sein de l'opposition. Donc c'est un message pour dire que nous sommes là, nous sommes prêts, que l'APR reste fort, effectivement, et dynamique, d'une certaine façon. Mais ce qui est clair, c'est que le parti de Macky Sall veut aujourd'hui jouer ce rôle de leader pour la reconquête du pouvoir. Ce qui est possible. Alors, c'est vrai que dans l'histoire politique du Sénégal, on ne connaît pas encore cela. Enfin, dans l'histoire politique du Sénégal, il n'y a pas encore de parti politique, en tout cas, qui a perdu le pouvoir et qui est revenu. Mais c'est quelque chose qui est très possible, puisque ça s'est passé dans beaucoup de pays. Au Brésil, on peut citer le cas du président Lula, qui a perdu le pouvoir et qui est revenu. Aux États-Unis,
On peut citer effectivement le cas de Trump. Même ici en Afrique, bien que beaucoup de présidents peut-être avaient avaient des méthodes plus ou moins illégales pour reconquérir le pouvoir, mais quand même il y a des exemples qu'on peut citer, tels qu'au Mali avec Amani Touani Touré ou au Ghana avec Jerry Rawlings. Donc effectivement, c'est un parti qui peut revenir. Maintenant, tout dépendra de la stratégie. Bon, on sait que c'est une stratégie de reconquête actuellement, axée principalement sur la communication. Ça, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de communication. D'ailleurs même, je pense qu'on l'a souligné tout à l'heure avec les 8 porte-paroles choisis. Mais il n'y a pas que la communication. On voit aussi que Macky Sall mise beaucoup effectivement sur la jeunesse. Sur la jeunesse, justement, c'est là que je voulais en venir. Est-ce que c'est parce que l'APR a en face d'elle un régime à majorité jeune qui ont conquis le pouvoir? Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui. Je disais, est-ce que ce rajeunissement, qu'est-ce qu'on peut lire à travers ce rajeunissement? Est-ce que c'est parce que tout simplement, le pouvoir en face, c'est un pouvoir jeune? Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, ceux qui dirigent actuellement, pratiquement, on peut dire que c'est des jeunes. Et aussi, tout le monde sait aussi le rôle de la jeunesse. Dans la conquête du pouvoir par la FACEF. Donc ce sont des jeunes effectivement qui ont porté ce parti, qui ont lutté et puis qui ont été ce sont la plupart des gens qui ont été très présents sur le champ médiatique. C'était effectivement c'était des jeunes. Aujourd'hui aussi, on sait que les réseaux sociaux sont quasiment dominés effectivement par cette jeunesse. Donc oui, Macky Sall joue là pratiquement, compte beaucoup sur cette carte jeunesse parce que d'abord pour la massification, il faut effectivement l'adhésion de beaucoup de jeunes, mais aussi pour cette bataille, il a besoin effectivement des jeunes pour faire face effectivement à ceux qui dirigent actuellement. D'autant plus que les anciens, si on peut les appeler comme ça, aujourd'hui, ils sont en train aujourd'hui de raser les murs, que ce soit du côté de l'opposition, mais aussi même au sein effectivement de l'APR, on ne voit plus de figures emblématiques, en tout cas de personnalités politiques plus ou moins âgées qui aujourd'hui, en tout cas, on ne constate pas une certaine présence effectivement de cette catégorie dans le paysage médiatique, en tout cas. Alors, je reviens à vous dans un instant, Malaw Kanté. Demba Gueye, Malaw l'a évoqué, un rajeunissement, c'est la lecture qu'on peut en faire, mais tout de même, Macky Sall reste le centre de gravité de l'Alliance pour la République, c'est lui qui a nommé à tous ces postes. Est-ce un signal de centralisation ou de renouvellement générationnel? Bon, à mon avis, c'est les deux. Vous savez, c'est les deux. Pour la centralisation, l'APR, c'est l'un des partis les plus centralisés du Sénégal, dans l'histoire politique du Sénégal. Voilà un parti qui a fait 12 ans de pouvoir sans jamais faire des renouvellements, comment ça s'appelle encore, sans jamais avoir fait des renouvellements au niveau de la base. C'est un parti qui a toujours été géré de façon informelle. L'alpha et l'oméga a toujours été Macky Sall, et lequel Macky Sall a réussi à imposer la même gestion administrative au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar. Les Sénégalais se posent cette question, comment il a pu cheminer avec la coalition Benno Bokk Yakaar pendant 12 ans sans jamais avoir des problèmes au niveau interne. Ça, c'est véritablement le style Macky Sall. Il a réussi à avoir un parti politique non structuré qui a conquis le pouvoir, qui a conquis le pouvoir, qui a gagné le pouvoir, qui a géré pendant 12 ans sans avoir structuré son parti. Donc cette réalité de centralisation, elle existe, elle est toujours là. Maintenant, le rajeunissement, ça c'est tout à fait naturel. Macky Sall a très bien compris qu'il comprend la sociologie politique du Sénégal. Il comprend également la réalité démographique du Sénégal. Il faut rappeler que le Sénégal est pratiquement à plus de 70% pratiquement à plus de 70% de jeunes. Vous voyez, donc aujourd'hui, on ne peut pas conquérir le pouvoir
sans passer par les jeunes, et l'histoire politique l'a montré, avec Abdoulaye Wade en 2000, c'est avec la mobilisation de la jeunesse qu'Abdoulaye Wade a gagné, avec Macky Sall en 2012, avec Ousmane Sonko, la réalité Ousmane Sonko, le PASTEF. Aujourd'hui, le PASTEF est un parti pratiquement à 80% de jeunes. Vous voyez, donc, Macky a compris cette sociologie politique et démographique du Sénégal et il est en train de vouloir l'exploiter. Est-ce que ça va donner maintenant des résultats? On verra, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, l'APR est en perte de pouvoir, en perte de confiance au niveau de la base, en perte surtout de confiance au niveau de la base. Il est difficile aujourd'hui de voir des structures de l'APR au niveau de la base s'activer. Et donc, l'APR est en perte de vitesse sur beaucoup de segments. Et encore une fois, comme je l'ai dit, la seule arme qui lui reste aujourd'hui, c'est la présence médiatique. Et il lui reste maintenant la présence sur le terrain. Et Macky Sall, je pense, tel qu'on le connaît, il pense que c'est un signal qu'il a lancé au pouvoir. Et le pouvoir, s'il veut véritablement contrer cette menace Macky Sall, il faudrait qu'il prenne très au sérieux, parce que c'est un génie politique qu'il a démontré par le passé. Il ne faut jamais négliger les actes qu'il pose. Merci Demba Gueye, analyste politique. Je termine avec vous, Malaw Kanté. Est-ce que cette réorganisation pourra influencer plutôt les prochaines élections? On a devant nous les locales en 2027. Alors, c'est très possible, hein, mais cela dépend effectivement ça va dépendre surtout du bilan du président Diomaye Faye. Et effectivement de ce que le parti PASTEF effectivement de ce qu'effectivement le parti au pouvoir aujourd'hui va faire, hein, ou va avoir comme bilan très prochainement. Donc ça peut marcher pour l'instant, on va dire, surtout si le président Macky Sall en tout cas augmente effectivement continue effectivement dans cette lancée pour la massification effectivement du parti. Parce que c'est ça aussi le plus important. Il ne s'agit pas effectivement de changer ou de récompenser peut-être les plus fidèles tout simplement. Il faut aussi ouvrir effectivement, essayer de convaincre effectivement d'autres catégories, en particulier effectivement la jeunesse. Mais à mon avis, ce qui va faire la différence, effectivement, pour qu'en tout cas le parti puisse revenir au pouvoir ou en tout cas avoir un bon pourcentage pour les prochaines élections, cela va dépendre tout simplement effectivement du bilan du président Diomaye Faye. Merci Malaw Kanté, analyste politique. Merci à Demba Gueye, analyste politique. C'était point de vue sur la réorganisation de l'Alliance pour la République avec la série de nominations intervenues hier au sein du parti. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique de ce midi. Merci à vous également de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média à 13h. Retrouvez El Hadj Diogoudien pour le grand journal en Wolof.